Bonjour à tous. Le Cameroun a vécu l'une des années les plus mouvementées de son histoire. 2018, une année où la crise anglophone atteint le pic de violence meurtrière. Les multiples appels au dialogue n'ont pas assez résonné sur le théâtre des affrontements entre des groupes armés séparatistes et l'armée camerounaise. Le tableau le plus sombre, c'est la situation humanitaire des centaines de milliers de civils déplacés et réfugiés. Malgré la libération de plus de 200 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, des foyers de tension se sont multipliés et les localités limitrophes aux régions anglophones sont désormais touchées. Le Menois, le Mungo et récemment le Noun, là où le gouvernement attribue aux terroristes l'attaque perpétrée à Bangoura le week-end dernier et promet une riposte vigoureuse. Cette propension va-t-en-guerre a-t-elle permis de stabiliser les régions anglophones en 2018 ? Quelle est l'évaluation de la stratégie gouvernementale pour mettre un terme à cette crise ? Durant l'année 2018, la tentative de fuite d'un ex-ministre en charge de l'eau et l'énergie a cristallisé l'attention de l'opinion publique sur la réactivation de l'opération de lutte contre les détournements de deniers publics, mais l'épervier est vite rentré en cage sans donner une visibilité sur la chasse aux gestionnaires publics indélicats au Cameroun. Pourtant, la corruption et les détournements de deniers publics dictent leur loi dans certains services publics et même dans la haute administration. La lutte contre ces fléaux était au cœur des programmes politiques des principaux candidats à l'élection présidentielle. Et ce scrutin a suscité une effervescence particulière chez les populations ayant soif de changement, mais les résultats officiels de la présidentielle ont donné Paul Biya vainqueur, président proclamé vainqueur, dans un paysage politique où son principal adversaire conteste avec force la régularité et la transparence de ce scrutin électoral. Et l'on constate que Paul Biya, investi pour un 7e mandat présidentiel, le chef de l'État a décidé de placer la relance de la croissance économique comme l'une de ses priorités. Mais le retrait de l'organisation de la CAN 2019 a provoqué un tollé général entre soupçons de surfacturation, des rétro-commissions liées au marché gré à gré, mais aussi les dysfonctionnements dans le suivi et le contrôle des projets relatifs à la CAN. Le gouvernement a reconnu sa responsabilité, mais le président de la République les a maintenus jusqu'ici à leur poste et est resté silencieux sur le sort réservé à ceux qui sont responsables de l'échec du Cameroun dans l'organisation de la CAN 2019, dans un contexte de fébrilité économique et de tensions sociales et de crises politiques. Le président de la République dispose-t-il encore de cartes pour pouvoir poursuivre l'amélioration des conditions de vie des Camerounais? Cette question se pose avec acuité à quelques heures du traditionnel discours du chef de l'État à la nation prévu le 31 décembre 2018. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Droit de réponse, la dernière édition de l'année 2018, axée sur 4 points majeurs de l'actualité nationale. Et vous l'avez compris, ces axes qui constituent l'ossature de cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des experts de haut vol conviés sur ce plateau. Et ce dimanche, pour cette dernière édition de Droit de réponse pour l'année 2018, je reçois sur ce plateau Alain Dipou. Bonjour. Bonjour Cédric et merci de l'invitation. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à tous les panélistes et bonne et heureuse année aux millions de Camerounais. Également, bonne et heureuse année à vous. Je précise que vous êtes conseiller du directeur de publication du journal Le Messager, où également vous travaillez depuis pratiquement une quinzaine d'années. Également présent ce dimanche avec nous, Georges Meka à Bessolo. Bonjour. Bonjour monsieur Cédric Touffelé. Merci d'être avec nous ce dimanche. Vous êtes analyste économique, vous dirigez une banque américaine, du moins le groupe Afrique d'une banque américaine en charge des investissements sur le plan agricole. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et juste à côté de vous, il est éditorialiste et consultant sur Droit de réponse, Edmond Kamgia. Bonjour Edmond. Bonjour monsieur Nouffelé, je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission et je leur souhaite d'avance une bonne et heureuse année 2019. Alors je reste avec vous, Edmond Kamgia, pour évoquer cette actualité qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux
concernant les riz de marque Broly et Armenti qui ont été critiqués sur les réseaux sociaux par un homme politique pour leur qualité que lui, il juge douteuse. L'entreprise qui conteste et qui dénonce une campagne de sabotage vis-à-vis de ces produits qui respectent les normes et les qualités en vigueur au Cameroun. Comment avez-vous apprécié le développement autour de cette actualité? C'est une actualité qui fait la une des médias et particulièrement des réseaux sociaux ces derniers temps. Nous sommes dans une période de fête de fin d'année où tout est possible, où tout est presque permis. On voit un peu partout à une période comme celle-ci où c'est l'occasion de faire beaucoup de bonnes affaires et malheureusement il y a des actions comme celle-là qui, il faut le dire, en attendant qu'il y ait des preuves de ce que cet homme politique a pu dire concernant ce produit-là, je pense qu'il est précoce de s'aventurer pour dire que ce produit est de mauvaise qualité. C'est l'occasion surtout d'interpeller les agences, notamment la NOR, l'agence de la norme, pour s'assurer que cette agence a fait son travail concernant ce produit. Est-ce que ce produit est passé par les rouages, n'est-ce pas, de ce mécanisme du certificat de conformité, de l'attestation de conformité? Il faudrait s'assurer à ce niveau-là que ce produit, avant d'être vendu, a pu traverser tous les mailles, non seulement de la norme, mais également des services compétents du ministère du Commerce avant d'être vendu. Et j'espère et je souhaite qu'il ne s'agit pas seulement d'une entreprise de sabotage, parce que avec tout ce que l'on a vu sur les réseaux sociaux, des vidéos, ça suscite des inquiétudes par rapport à la santé des populations si effectivement ce riz-là n'est pas de bonne qualité. Alors le président, directeur général de Africa Food Distribution, qui distribue au Cameroun le riz de marque Broly et Armenti, dénonce une campagne de dénigrement de son entreprise et qui estime que ce sont des procédés déloyaux, préjudiciables et ruineux pour l'économie nationale, mais aussi ses entreprises. Et le PDG de cette structure qui fait savoir que l'intégrité sanitaire et qualitative de tous ces produits agroalimentaires sont garanties par la conformité rigoureuse à toutes les exigences administratives et réglementaires en matière d'importation des produits alimentaires au Cameroun. Lorsque vous avez suivi cette sortie avec vous, Alain Dipou, l'entreprise qui distribue au Cameroun les produits de marque Broly et Armenti, a fait une démonstration au sein de sa structure de ce que ce riz reste un riz de bonne qualité, contrairement à ce qui est véhiculé dans les réseaux sociaux. Bon, je crois que cette sortie médiatique vaut son pesant d'or, du moment où elle tend à légitimer la qualité exacte et exemplaire, n'est-ce pas, de ce produit querellé. Mais au-delà de cette démonstration, parce que comme on le dit vulgaire, de manière triviale, il n'y a pas de fumée sans feu. Je voudrais quand même que l'on insiste sur le fait que si cette vidéo a pu circuler, au-delà des hypothèses de dénigrement, de concurrence déloyale qui sont, de mon point de vue, recevables, au-delà de ça, il faudrait quand même que l'on note qu'il y a un doute qui persiste quant à la bonne qualité, quant à la qualité, on ne peut plus certaine. Évidemment. Mais est-ce que le lanceur d'alerte a les capacités scientifiques de pouvoir démontrer de la qualité douteuse d'un produit comme celui-là? C'est à ce niveau-là que je voudrais pousser mon analyse, en interpellant d'abord les pouvoirs publics, qui sont en réalité les premiers responsables de la santé des Camerounais. C'est-à-dire que du moment où il y a un seul moment, un seul instant de doute sur un produit de grande consommation connu, je pense qu'il est du devoir, il est de la responsabilité d'un gouvernement de prendre toutes les mesures conservatoires pour que le produit, en attendant que les enquêtes d'analyse, les résultats des analyses de laboratoire attestent le contraire. Donc il est de bon ton que les pouvoirs publics prennent toutes leurs responsabilités en main en mettant hors consommation, hors circuit de distribution ce produit querellé. Donc je voudrais dire que l'importateur a fait une démonstration, certes de bonne foi, pour montrer que son riz n'a pas de problème. C'est de bonne guerre, du moment où
il est accusé, il est dos au mur, il était normal qu'il se défende. C'est tout à fait bien pensé et bien indiqué. Mais au-delà de cette démonstration, disais-je, il faut que les pouvoirs publics prennent en main leurs responsabilités au lieu de convoquer une réunion qui, pour moi, ne correspond pas à une mesure véritablement efficace et dans l'urgence au regard de la difficulté et même de la dangerosité si celle-ci est certifiée que les Camerounais encourent. Donc, pour moi, il n'était pas bien pour le ministre du Commerce de penser à une réunion qui va se tenir dans une semaine, alors que des consommateurs, des millions de consommateurs seraient, je dis bien seraient, en difficulté, seraient mal dans leur chair si ce produit effectivement incriminé est de mauvaise qualité. Alors l'affaire Broly, justement avec vous, Georges Meka Bessolo, vous êtes analyste économique, vous suivez ces stratégies commerciales qui se dessinent souvent entre concurrents. C'est sur ça que se fonde le président directeur général du groupe Africa Food Distribution pour déplorer une campagne de dénigrement contre ces produits qui, selon lui, sont de bonne qualité. Quelle est votre analyse de tout ce qui est en train de se passer autour de ces produits agroalimentaires? Bien, je serais très prudent. Je ne vois pas pourquoi l'homme politique ferait une telle démonstration si son riz, en fait, ne démontrait pas une élasticité. Maintenant, il faut bien comprendre le circuit sanitaire du conditionnement du riz, de savoir de quelle manière est-ce qu'il est acheté en vrac. Comment est-il conditionné? Ingénieur agronome que je suis, je sais que s'il y a une température mauvaise dans le stockage, si le niveau de moisissure est élevé, le riz va commencer à se dégouliner, même s'il est sous emballage. Donc, il est donc possible que la cuisson de 1 ou 2 paquets de riz n'ait pas été bonne et que cette élasticité de riz s'est relevée. Mais quand j'ai lu le communiqué de la société Broly, j'ai quand même sursauté, parce qu'ils nous ont dit qu'ils appliquaient les standards et les normes, mais ils n'ont précisé aucun standard connu aujourd'hui. Ils n'ont pas cité c'était une norme ISO qui suivait. Ce qui relance le débat sur la traçabilité, justement, des produits alimentaires. On devrait savoir à quel jour ces produits sont sortis d'usine, si le code barre est appliqué, et stopper, comme le dit M. Njibou, attend justement la distribution potentielle de produits qui seraient avariés ou de mauvaise qualité. En attendant la démonstration qui sera faite à Yaoundé autour du ministre du Commerce, pour moi, ce serait d'être prudent. Est-ce que ce cas qui a donné l'alerte sur les réseaux sociaux suffit-il à pouvoir dénigrer l'ensemble des produits de marque Broly et Armanti qui sont distribués au Cameroun? La perception du consommateur n'ayant pas lui-même la mesure d'évaluer la qualité du produit serait de mettre en doute. Ce ne serait pas la première fois qu'il y ait de telles crises. Nous savons que lorsqu'il y a des cas de grippe aviaire, même les poulaillers qui ne sont pas encore atteints sont par mesure préventive et de précaution. Ces poulets sont entièrement détruits pour prévenir cela. Ici, c'est un paquet qui est un emballage conditionné, distribué. Il faudrait à ce moment, et c'est le moment, je pense, l'Assemblée nationale a révisé il y a moins d'un mois justement une ordonnance réglementaire sur le circuit sanitaire des produits. Donc il faut, peut-être s'il n'y a pas eu de répondant, mais il serait bien d'aller creuser, de voir ce qu'il y a dedans, mais aussi, plus important, commençons à instaurer justement la traçabilité des produits alimentaires afin qu'on puisse remonter justement les stocks, le lot, le jour dans lequel ces produits ont été conditionnés. Il faut préciser que durant cette sortie médiatique de l'entreprise Africa Food Distribution qui distribue au Cameroun les produits de marque Broly et Armanti, il a été présenté aux journalistes présents toutes les certifications sanitaires, les documents phytosanitaires, mais aussi les documents signés de l'ANOR qui attestent de la qualité et du respect des normes camerounaises en vigueur concernant l'importation des produits agroalimentaires. Est-ce que ces éléments, Alain Dipou, suffisent à garantir, à balayer d'un revers de la main
cette alerte qui a été lancée sur les réseaux sociaux? Je crois que monsieur l'ingénieur agronome et moi sommes évidemment avec monsieur Kamgia, nous sommes en symbiose avec ce que nous disons sur ce plateau. Nous ne sommes pas ici pour dire que le riz estampillé, broli ou amorti sont de mauvaise qualité. Nous n'avons jamais dit cela. Nous disons qu'il y a un doute qui est perceptible à travers une vidéo mise en circulation sur les réseaux sociaux par un opérateur politique qui remet en question la fiabilité, n'est-ce pas, de ce produit alimentaire. Et maintenant, l'entreprise qui est acculée, à savoir African Food Distribution, montre tous les éléments, tous les documents administratifs qui attestent que le produit est certifié, est conforme. Par rapport aux normes, cette certification, qui est, cela dit en passant, est l'apanage, n'est-ce pas, de la norme et de la police phytosanitaire installée au niveau du port autonome de Douala. Et donc, sur le papier, le riz peut paraître propre à la consommation. Maintenant, l'ingénieur nous a expliqué que à travers les processus de conservation, il peut y avoir quelques cas où on a quelques avaries et qui se retrouvent comme par enchantement dans la marmite et à la merci du consommateur que nous sommes. Donc, comme pour dire que tout est possible dans ce cas de figure. Il n'est pas dit que le riz est potentiellement dangereux. Le riz querellé est potentiellement dangereux. Il n'est pas encore établi. Nous disons qu'on doit mettre un peu de gants en disant, attention, s'il y a déjà un doute, il faut que les pouvoirs publics prennent toutes les mesures pour que ce riz-là, au besoin, soit suspendu du circuit de distribution en terre camerounaise en attendant, je souligne, avec force, les résultats des analyses de laboratoire. Tout à fait. Au-delà, toute la paperasse administrative et logistique qu'on peut évoquer pour dire que le riz est passé par les contrôles normaux placés au niveau du port. Nous savons tous comment ça se passe, l'importation, le processus d'importation des produits alimentaires. On ne peut pas importer un produit alimentaire si on n'a pas qualité, si on ne respecte pas les normes édictées par la norme, si on ne respecte pas un certain nombre de conditionnalités élaborées par la police phytosanitaire qui veille au grain au niveau du port. Malgré tous ces mécanismes-là, il peut y avoir quand même quelques éléments de contournement de ces procédés qui sont mis en place pour sécuriser la santé des Camerounais. Donc il peut y avoir quelques distorsions de ce côté et amener justement à exposer les consommateurs que nous sommes. C'est pour cela que, encore une fois, nous interpellons ici les pouvoirs publics d'être plus sérieux dans le traitement de cette affaire. Alors sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de réactions des Camerounais qui sont allés acheter ce riz auprès de leur boutiquier Edmond Kamgia, qui disent l'avoir préparé, et au terme de la cuisson, ils ont constaté que le riz n'avait pas de problème, du moins pour ceux qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, et d'aucuns soutiennent la thèse selon laquelle il s'agit d'une campagne de sabotage et de dénigrement d'un opérateur économique camerounais. Oui, et effectivement, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes l'avons lu et nous sommes dans une situation où il faut croire de bonne foi ce que disent les uns, mais aussi ce que disent les autres, parce que c'est un débat contradictoire. Tout le monde ne partage pas le même avis dans cette affaire. Mais pour l'essentiel, je dois dire qu'il est déjà arrivé dans ce pays qu'une situation ou des situations similaires arrivent et que l'idée au départ, qui semblait être celui de protéger la santé des populations, ne soit pas la réalité de la motivation première de ceux qui ont lancé ce message. Je veux dire par là qu'il faudrait qu'on fasse très attention, parce que parti sur de bonnes intentions, cet opérateur politique voudrait peut-être que les citoyens fassent très attention à ce qu'ils consomment, notamment aux produits importés qui sont vendus sur place, notamment les produits de cette société, de cette entreprise-là. Mais il peut arriver que ce produit soit en fait de bonne qualité.
soit en fait de bonne qualité, mais que ce soit dans le cadre d'une concurrence déloyale que cela soit arrivé. C'est pour cela que je partage les avis de mes copanélistes qui pensent que le moment est venu pour les pouvoirs publics, non pas de tenir réunion sur réunion, mais d'aller droit au but, de convoquer immédiatement les experts dans le domaine, les experts scientifiques, pour que dans les laboratoires soient examinés ces produits-là, et que dans un délai le plus bref, les consommateurs puissent savoir exactement de quoi il s'agit. Parce qu'il s'agit tout de même de notre santé, de la santé des consommateurs. Il faudrait qu'on fasse très attention. Alors, dans la vidéo qui est devenue virale, cet homme politique parle du plastique présent dans du riz. Vous êtes ingénieur agronome, Georges Mekabesola. Est-ce que ça existe du plastique dans du riz? Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage comment on peut en arriver là? Est-ce que ces propos peuvent être avérés concernant le riz qui est mis en cuisson et dont la température peut modifier non, il y a en vérité des fake news sur les réseaux sociaux. On a vu des vidéos où on nous a dit que c'était du riz, mais en réalité, c'était du plastique qui était transformé en grelon pour la protection des objets fragiles qui sont transportés. L'élasticité du riz est réelle, cependant, il se coagule. Vous-même, nous avons fait l'expérience de laisser dormir un riz qui n'est pas consommé et nous venons retrouver le matin, justement, qu'il y a eu comme une ébullition qui s'est faite à l'intérieur et ce riz devient mou, qu'on peut le toucher et le prendre et former comme une boule de maïs. Cependant, dans certaines vidéos, j'étais étonné de voir que la boule de riz pouvait rebondir et devenir une balle de tennis en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est un problème de conditionnement et de moisissure et de température qu'il y a eu peut-être sur un stock précis. Donc, je relance encore le schéma sur la traçabilité des produits qui entrent. Y a-t-il un audit ou un test par laboratoire sur les stocks de riz, de farine qui entrent au Cameroun? Je n'en ai pas la réponse, mais elle doit être apportée aujourd'hui par les pouvoirs publics. Nous importons quand même plus de 400 milliards par an de nourriture prête à consommer. Donc, il serait important pour la protection sanitaire et réduire le coût, justement, même des soins de santé en cas de problème, de vraiment tester à l'arrivée de nos ports la qualité des produits importés. Cependant, même si on a toutes les certifications qui ont été homologuées, et nous le savons, c'est homologué à un temps T, mais ce n'est pas homologué matin, midi et soir. Donc, il se pourrait justement que dans le conditionnement, il y ait eu un problème. Et si on avait justement, si l'emballage a un barcode qui nous indique la date de conditionnement, la date de stockage, nous pouvons à ce moment-là rattraper tous ces produits-là en appelant les distributeurs, en appelant les magasins, de dire avec le numéro tel, veuillez retirer. Et pour une bonne campagne de relance de ces produits, la société ferait mieux de justement continuer à faire des démonstrations et distribuer justement des sacs de riz gratuitement. On a déjà vu ça ailleurs pour rassurer les consommateurs que c'est de bonne qualité. C'est une société qui emploie des milliers de Camerounais aujourd'hui, directement et indirectement, dans le conditionnement, dans l'ensachage et dans la distribution. Alors, concernant cette entreprise, cette affaire Broly qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, avec vous, Alain Djipou, à présent que le ministre du Commerce convoque le président directeur général de ce groupe, est-ce qu'il y a d'autres interventions au niveau du gouvernement qui devraient se dessiner lorsqu'une question sanitaire comme celle-là se pose avec acuité? Les pouvoirs publics sont les gendarmes du respect de la norme, du respect de la qualité, du respect de la santé des Camerounais. Maintenant, si le ministre du Commerce estime que c'est au terme d'une réunion qu'il projette l'année prochaine, qu'il devra prendre des mesures qui s'imposent par rapport à ce cas de crise d'aliments, d'un des aliments de grande consommation sur la place Cameroun, alors il faut quand même s'interroger. S'interroger
par rapport à cette mesure-là, vouloir d'abord faire une réunion à tout prix, au lieu d'ordonner qu'un échantillon du riz Kelele, c'est ce que j'ai cru comprendre dans la démonstration de l'ingénieur agronome qui est ici, qu'on aurait pu exiger qu'un échantillon, n'est-ce pas, de ce rapidement mis entre les mains des experts, des laborantins, pour que enfin le doute, le voile de doute qui enveloppe, n'est-ce pas, cette marque de riz soit levé ou bien soit confirmé, et que finalement qu'on cesse la polémique autour de cette affaire, si la polémique doit cesser. Donc au lieu de projeter plutôt une réunion, moi je pense que on a une culture de toujours s'asseoir, débattre, multiplier les jetons de présence, justifier les décaissements faramineux d'argent, alors que le vrai problème est ailleurs, les vraies solutions se trouvent ailleurs. Pour le moment, à titre de mesure conservatoire, je n'en vois pas une première mesure prise par le gouvernement depuis le déclenchement de cette affaire-là. Je suis au regret de parler ainsi parce que je n'ai pas, quand j'entre dans ce studio, je n'ai pas eu connaissance de ce que le gouvernement de la République a pris une mesure demandant, par exemple, malgré la démonstration qui a été faite hier par le mis en cause de l'importateur, que son riz est de bonne qualité. Je n'ai pas vu le gouvernement prendre une seule mesure efficace allant dans le sens de préserver la santé des Camerounais. Est-ce qu'il faut rapidement extrapoler en disant que ce gouvernement ne veille pas à l'intérêt et à la sécurité des Camerounais? On peut bien valablement se poser des questions. Maintenant, en attendant la réunion du 3 janvier, les Camerounais doivent quand même faire attention à ce qu'ils consomment. Concernant cette affaire Broly, avec vous, Edmond Kamga, rien n'a été démontré sur l'aspect nocif sur la santé de ce riz querellé. Quelle attitude doit avoir les consommateurs et comment doit réagir le gouvernement face à une alerte comme celle-là qui est bien loin de la réalité évoquée ici au regard des analyses qui viennent d'être effectuées? L'attitude des consommateurs est commandée par deux choses. La prise de position du gouvernement et la réaction que nous connaissons déjà de l'importateur. Parce que l'importateur a réagi et a même présenté les documents qui attestent de la bonne qualité de son produit. Ça, le consommateur est déjà au courant de ça. Maintenant, on attend la réaction du gouvernement qui sera soutenue par les résultats sortis des laboratoires. Parce que nous imaginons qu'il y aura un examen scientifique de ce produit-là pour rassurer davantage les consommateurs. Mais en attendant, je pense que pour les consommateurs fidèles de ce produit, qui n'ont jamais eu de problème, ils ont le choix entre continuer à consommer ce produit à leur risque et péril, pour le cas où ce serait nocif, parce qu'on n'a pas la certitude que c'est nocif. Et pour les autres consommateurs potentiels de ce produit-là, il va de soi qu'ils seront beaucoup plus prudents et attendront de savoir, à partir des informations les plus fiables possibles venant des autorités publiques, des pouvoirs publics, et au terme de la réunion qui a été convoquée par le ministre du Commerce, puisque à cette réunion, on imagine qu'il en sortira quelque chose, qu'il en sortira un communiqué. Mais je suis inquiet quand même, il faut le dire, parce que chaque fois qu'on organise des réunions, au terme des réunions, on crée des commissions, parfois des sous-commissions, et puis d'autres commissions chargées de valider le travail des sous-commissions. Et ça peut prendre du temps. C'est pour cela qu'il est important que très rapidement, pour taire toute la polémique sur ce produit, que les pouvoirs publics entrent en collaboration, comme c'est visiblement le cas avec l'importateur, et que très vite, les agences de qualité, normes, certification soient associées avec les experts pour que dans un délai très court, nous l'espérons, puisque les scientifiques ils savent quel est leur travail, ils savent ce qu'il faut faire pour obtenir les éléments. Il y a urgence, parce qu'il y a urgence également. Alors, deux intérêts qui se dégagent, Georges Meka Abesolo, entre protéger un tissu industriel avec une entreprise très importante qui emploie des milliers de Camerounais
et répondre aux besoins des consommateurs qui souhaitent être rassurés. Comment résoudre une telle équation? Bon, à plusieurs variables. Hein. Et déjà, hier, j'étais réjoui de voir qu'il y avait un appel au patriotisme économique camerounais. Beaucoup ont mis dans les réseaux sociaux le riz de Ndop, le riz de Semri, et justement appelé de vive voix au gouvernement de relancer justement la filière de production du riz local, qui ici conditionné peut aussi être un riz parfumé aux saveurs de Benja ou de Yagua par exemple. Donc l'État doit prendre des mesures. Nous sommes dans un cadre du commerce libéral, mais l'État doit donc prendre des mesures pour s'assurer que ce qui entre au Cameroun est de bonne qualité. Et je rejoins mes copanélistes ici en disant qu'il aurait peut-être fallu être proactif, parce que le ministère du Commerce a une brigade de contrôle, non seulement des prix, mais également de la qualité des produits. On aurait pu aller saisir un échantillon chez l'homme politique en question et d'autres personnes qui ont expérimenté cela, et déjà le stocker et demander à ce qu'une analyse soit faite. L'État a la capacité de réquisitionner ces agents publics, que ce soit un dimanche, un samedi ou même un 1er janvier. La preuve, les militaires restent sur le front. Donc, on aurait pu, la brigade de contrôle des prix et de la qualité du ministère du Commerce, peut-être sur le terrain dès demain matin, en allant justement saisir les échantillons d'un riz qui aurait peut-être été avarié ou mal cuit, et commencer à procéder justement à une analyse scientifique. À cela ne tiennent les consommateurs. Ça a démontré que les consommateurs aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent être un circuit d'alerte pour tous. Il l'a déjà été pour les accidents en route, et il devient davantage aujourd'hui pour la consommation et même la disruption de la fourniture électrique qui a paralysé Douala pendant 3 et 4 jours. Elles sont nombreuses, ces familles qui n'ont pas eu l'occasion de manger du riz. Durant ces fêtes de fin d'année, ce sont des familles déplacées des régions anglophones qui souffrent le martyre dans d'autres localités limitrophes à ces régions en proie à de nombreuses tensions. Durant l'année 2018, le président de la République s'était engagé à résoudre cette crise, mettant en avant l'aspect sécuritaire de la crise anglophone. Avec vous, Alain Dipou, l'année 2018 qui s'achève, les stratégies gouvernementales mises en place pour résoudre la crise anglophone ont-elles permis de stabiliser, de ramener la paix et la stabilité dans cette région telle que l'avait promis le chef de l'État? Sans flagornerie, et je regarde droit devant la caméra, je vais dire non. Pour la simple et unique raison que nous tous, nous savons que la guerre continue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest des plus belles manières. Malgré les bonnes intentions du chef de l'État, malgré les mesures du gouvernement visant à rétablir, n'est-ce pas, la paix de ce côté, on a le sentiment que on ne pose pas les vrais problèmes, on ne prend pas les meilleures solutions à un vrai problème. Et pour cause, les pouvoirs publics ont abordé cette situation délictuelle dans les zones anglophones avec beaucoup de condescendance et ajouté à cela une certaine apathie. En niant dès le déclenchement, n'est-ce pas, de cette crise, l'existence d'un problème anglophone. Ce qui a eu le don d'exacerber et de cristalliser certaines passions de ce côté, des Camerounais qui ont estimé qu'ils n'avaient pas peut-être suffisamment de droits dans leur propre pays, et donc il était de bon ton qu'ils viennent au front et fassent parler leur colère pour que, en fin de compte, le gouvernement qui semblait jusque-là faire preuve d'un certain autisme puisse se pencher, n'est-ce pas, sur leurs préoccupations qui sont en réalité des préoccupations de gouvernance. Au-delà des questions de politique concernant la forme d'État, et face à cette situation, face à ce problème précis, l'État du Cameroun s'est toujours refusé à tout dialogue, ardent de ce que le débat sur la forme de l'État est
n'est pas d'actualité, n'est pas à l'ordre du jour. On évoquera cette question sur la forme de l'État dans cette émission, mais avant, avec vous, Edmond Kamgia, quels sont les points majeurs concernant la gestion de la crise anglophone qui vous ont marqué durant cette année 2018? Durant cette année 2018, il faut dire que la crise anglophone s'est transformée en une guerre qui se poursuit sur le terrain, parce que c'est devenu la guerre, ce n'est plus une crise ordinaire, ce n'est plus une crise sociopolitique, comme ce fut le cas en 2016 et en 2017, c'est devenu la guerre, et on compte des morts par centaines, et des morts aussi bien au niveau des forces de sécurité qu'au niveau des populations civiles et des rebelles, des groupes de bandes armées dites ambazoniennes. Il faut également noter au cours de cette année cette difficulté pour le cardinal Christian Toumi et les autres religieux qui l'accompagnent, musulmans et protestants, à mettre en œuvre, n'est-ce pas, à faire en sorte que la conférence générale anglophone puisse s'ouvrir. Puisqu'ils l'ont toujours souhaité, mais ils n'ont pas obtenu de la part de l'État, n'est-ce pas, ces documents qui leur permettraient d'être rassurés pour pouvoir tenir effectivement la conférence générale anglophone qui permettrait, n'est-ce pas, à tous les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, de toutes les tendances politiques, de toutes les catégories socio-professionnelles, de se retrouver et d'envisager la possibilité d'identifier les causes réelles de leurs problèmes et de proposer des solutions afin que un groupe puisse, selon les organisateurs de la conférence générale anglophone, puissent se rendre à Yaoundé et dire à monsieur le chef de l'État, voici ce que nous proposons. Malheureusement, cette conférence générale anglophone n'a pas pu se tenir. Ça, c'est un autre aspect. Et l'autre aspect tient des derniers, j'allais dire, la dernière actualité. La dernière actualité au plan national et international. Au plan national, ce sont les mesures prises par le chef de l'État, notamment la création du comité national chargé du désarmement, la démobilisation et la réintégration pour les ex-combattants de Boko Haram, mais également pour les combattants de l'Ambazonian Defense Force, pour ceux qui accepteraient volontiers de sortir du maquis. On en a vu quelques-uns qui ont essayé de sortir, mais ça a créé une situation telle qu'on ne sait plus si ceux qui voulaient sortir voulaient réellement sortir du maquis ou pas. Il y a tout un débat là-dessus, mais je reviendrai davantage sur la mesure prise par le chef de l'État, l'arrêt de poursuite concernant 289 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Ça a été une très bonne mesure, mais malheureusement, comme en 2017, comme il y a un an, c'est une mesure qui n'a pas concerné toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone, puisque de manière spécifique et précise, le communiqué qui a annoncé la libération de ces personnes-là disait clairement que ça ne concernait que ceux qui sont interpellés, qui sont en jugement pour les délits et non pas pour les crimes. Or, dans le cadre d'un apaisement global, il lui était judicieux que même des personnes concernées par les crimes puissent être impliquées. Au plan international, je voudrais dire sur la crise anglophone qu'il y a eu les débats, il y a eu de sérieux débats ces derniers jours au Conseil de sécurité de l'ONU sur les droits de l'homme au Cameroun et en particulier sur la crise anglophone. Plusieurs États membres permanents et non permanents de l'ONU ont pris position, ont donné leur avis sur la situation de la crise anglophone au Cameroun. Et beaucoup de débats vont dans le sens d'interpeller le gouvernement camerounais pour qu'une solution pacifique soit rapidement trouvée à cette crise. Une crise anglophone qui est devenue internationale, hein, Alain Dipou, avec de plus en plus les réactions des parlementaires allemands, britanniques, américains, et même déjà au Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant des États-Unis présent à l'ONU commence déjà à évoquer la question de la crise anglophone. L'année 2018 est l'année de l'internationalisation de cette crise. Avez-vous ce sentiment ? Naturellement, vous avez parfaitement raison. Si l'on tient compte également de ce que, au cours de cette année 2018, on a quand même enregistré des morts concernant des religieux étrangers. Un Américain, je crois, un Kenyan. Comme pour dire qu'effectivement, en 2018, on est passé à une internalisation, n'est-ce pas, du conflit, obligeant, n'est-ce pas, les États-Unis, par exemple, à s'impliquer à travers le système onusien
de voir comment rétablir la paix dans cette partie du pays. Et tout, que ce soit les puissances occidentales, que ce soit l'ONU, tous ces mécanismes-là ont appelé le gouvernement camerounais à une résolution pacifique, n'est-ce pas, de cette crise, en prônant la voie du dialogue, un dialogue inclusif. Malheureusement, encore une fois, le régime est sourd, muet. J'allais même dire autiste par rapport à cette proposition de sortie de crise suggérée par et les Camerounais et les opérateurs économiques et les puissances occidentales et l'ONU. Donc, pour ma part, je note que en termes de négociation, en termes de résolution pacifique, on n'a pas beaucoup avancé sur cette question, même si, au demeurant, on a pensé plutôt qu'il fallait mettre la charrue avant les bœufs en créant une commission de désarmement qu'a évoqué mon ami Edmond Kamgia tout à l'heure dans son propos, qui, vous savez très bien, dans les autres pays qui ont été confrontés à des situations similaires comme ce qui se vit dans notre pays, on n'a pas mis sur pied une commission de désarmement et de démobilisation pendant que la guerre était encore en cours. Et ailleurs, on a vu que la situation a été stabilisée, les armes ont été déposées et on a donc appelé les gens à venir au sein de la commission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sociale, se faire enregistrer, s'identifier pour être pris en charge. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu en Centrafrique, on l'a vu un peu partout, mais le Cameroun est une exception où, lorsque les armes crépitent, lorsque les bandes armées continuent de commettre des exactions, lorsque les séparatistes de l'Ambazonie multiplient des gaffes de ce côté, lorsque l'armée républicaine multiplie aussi des assauts, les armes tonnent, le peuple est fragilisé, on dit il faut mettre sur pied une commission on met sur pied une commission de désarmement. Pour moi, c'est justement mettre la charrue avant les bœufs, parce que une telle mesure ne peut pas valablement être appliquée. Ça, c'est d'un des deux. Je voudrais revenir un peu sur le cas des personnes qui ont été libérées. On a 289 personnes libérées dans le cadre des délits. D'accord. Mais on s'attendait à ce que le gouvernement qui passe à travers les propos de son illustre chef, je vais dire le président de la République, a toujours dit que le Cameroun était un mendiant de la paix. Quand on est mendiant de la paix, on prend toutes les mesures pour que, à une menace globale, qu'il y ait des réponses aussi globales pour que la paix soit rapidement rétablie, pour que la sérénité soit retrouvée. Surtout que cette crise, on l'a vu venir, on n'a rien fait pour limiter la casse. On a laissé la situation périr. Alors que la crise anglophone est en train de s'enliser, la situation économique, elle aussi, a pris un sérieux coup. Georges Meka à Besselo, le JICAM, qui a publié un rapport sur la situation économique relative à cette crise, et on constate que plusieurs entreprises agro-industrielles sont sérieusement impactées en raison de bassins agricoles présents dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Yes, Mr. Nufele, but let me, I'm not going to repeat what my fellow panelists have said here, but I have to observe that this crisis that has turned into a war has come down recently in the last 8 months. The University of Buea has reopened. The University of Bamenda has reopened. And again, if we go from the chronological departure of this crisis, it started with the revendications of teachers and lawyers. But then a radicalism part of those secessionists and Ambazonian came to enter into the fight. And they did not come to fight with in a dialogue position. They took the arms. They were prepared to destroy that part of Cameroon unless they obtain independence. And I'm glad that the government has stood firm on the ideas that we will not secede portions of the countries. Not that leadership of the Ambazonians, you have some who are in the US, some who have been arrested here. And it turns out to be a
grand banditism of those who are kidnapping, asking for ransom, killing their own chiefs, and still you want to engage the states to continue to believe that those who are terrorizing in their own territory, the civilians, the chief, and anybody who opposes them should be the one that the dialogue must come. The government has lent an arm to say, let's disarm, because this is a fight that they will not win. Even from a national or international perspective, the rebellions that have started in the context where democracy has not been accepted. Let's not forget that the United Kingdom has rejected the plea. The United Nations has rejected the plea. Yes, civilians are dying and have been dying for quite a long time, and it is time to stop it. But do you have two people who have responsibility? If I were the government, I would militarize, especially the border, where the arms continue to enter Cameroon illegally and continue to kill as many of people. And very few that have continued to lead on those have not accepted the landing of arms. Mais la fermeté de la position du gouvernement est certes appréciée, comme vous le dites, mais il y a une situation économique qui ne cesse de se dégrader et qui affecte déjà à l'ensemble du Cameroun. Vous savez que l'essentiel des produits exportés qui viennent du Cameroun, qui sont exportés vers l'Union européenne, qui sont le produit du cacao, qui a connu une chute assez importante au niveau de la production du cacao, et d'autres produits qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest, et ceci est lié à la situation relative à la crise anglophone. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà amorcer cette étape du dialogue qui est demandée à la fois par la classe politique mais aussi la communauté internationale? Le dialogue va se faire et le dialogue doit se faire, mais le dialogue ne peut pas se faire dans un contexte où certains refusent de désarmer, où il y a encore des bandes armées qui sèment terreur, désolation et tuerie matin, midi et soir, qui kidnappent des individus. On doit payer des rançons pour qu'ils libèrent un chef ou telle personne, qui brûle des biens à la fois privés de l'État. Oui, il n'y a pas de guerre sans conséquences économiques. Nous allons tous absorber ces conséquences économiques et trouver un moyen de sortir de là. Mais pour sortir d'une crise, il faut d'abord la gagner sur le plan militaire. Et c'est possible que l'État a déjà fait des avancées, n'était peut-être pas préparé au début sur la magnitude avec laquelle les armes entrées au pays. D'ailleurs, même Bakassi, nous avions été surpris par l'incursion de l'armée nigérienne. Nous avons été surpris par l'entrée des armes. Il est temps de militariser justement ces zones frontalières où les armes entrent dans un terrain géographique également très difficile, où peut-être nos forces armées n'étaient pas préparées à entrer. Mais je crois qu'après bientôt 3 ans sur le terrain, le retour à la normale, la réouverture de l'université de Bamenda, de Buea, la situation se normalise, tout en appelant à tout un chacun d'être vigilant. Réitérons l'appel au désarmement et l'appel au dialogue, qui doit se faire avec des mesures fortes. Il faut un plan Marshall économique pour ces régions. Il faut accélérer l'intégration linguistique des populations. Une faillite, très peu sont bilingues qui nous gouvernent et qui managent les populations, et pacifier l'entièreté des régions. Il n'y aura pas de développement économique sans paix, nous le savons tous. Alors le secteur de l'éducation qui est concerné également, vous avez évoqué l'université de Bamenda. Cette université a été plusieurs fois la cible de nombreuses attaques. Alain Dipou, des enseignants enlevés, des étudiants terrorisés, et même les établissements scolaires dans l'éducation primaire, des établissements qui se sont vidés de leurs élèves. Et ce sont les villes de Douala, Bafoussam, Atchan également, où il y a un sureffectif dans les collèges et lycées publics. Effectivement, c'était un peu ça, les dégâts collatéraux, on va le dire ainsi. Parce que l'instabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont débouché sur quasiment 2 années blanches, on va le dire, au plan scolaire.
Le Gold Stand qui a été institué à Bamenda et ailleurs n'a pas permis aux élèves, n'est-ce pas, de vaquer à leurs occupations. Et dans cet environnement où on voulait un pied mort à l'école, beaucoup d'enseignants, beaucoup de responsables au niveau des universités, beaucoup d'enseignants du supérieur ont perdu de leur vie. Il y a même eu des pillages dans certains établissements. Du côté des missionnaires, il y a des gens qui ont perdu leurs biens dans cette crise-là. Et donc, comme pour dire qu'effectivement, le secteur éducatif a subi des conséquences extrêmement fâcheuses dans cette crise. Et malheureusement, pour l'avenir de nos enfants, parce que cette crise n'a pas simplement affecté les enfants du nord-ouest et du sud-ouest. Beaucoup de francophones ont engagé leur progéniture dans ces régions parce que le système anglo-saxon est réputé plus efficace que le système francophone. Moi, je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus, mais c'est ce qui est communément admis. Et donc, beaucoup de populations camerounaises francophones ont une culture anglophone et finalement, ceux-ci ont payé le tribut le plus lourd, n'est-ce pas, de cette crise. Et finalement, le gouvernement, qui n'a pas beaucoup évolué sur la question, est resté muet sur la nécessité, j'allais dire l'impératif catégorique d'ouvrir enfin un débat sur le problème anglophone, parce que c'est de ça qu'il est question. Les anglophones aujourd'hui qui sont au front veulent faire entendre leur colère, veulent dire leur mal-être, réclament des choses qui sont politiquement correctes. C'est légitime, ces revendications. Et en face, on a le sentiment que le gouvernement refuse tout dialogue. Il ne veut pas dialoguer avec des gens qu'il qualifie de terroristes. Il ne veut pas dialoguer avec ses propres fils parce que, figurez-vous bien, la guerre qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, c'est une guerre qui concerne le Cameroun contre le Cameroun. Ce n'est pas des ennemis du territoire camerounais qui nous ont envahis pour que l'armée régulière aille riposter. Il s'agit des Camerounais. Justement, en réponse à cette crise anglophone, le président de la République a mis sur pied une commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il a même créé un nouveau ministère en charge de la décentralisation pour répondre et pour contrer la voix aux velléités séparatistes et aux voix fédéralistes qui s'élèvent. Cela démontre la ligne de conduite du président Paul Biya, Edmond Kambia, qui mise sur l'accélération de la décentralisation pour répondre aux préoccupations des populations qui, selon lui, souhaitent elles-mêmes participer à la gestion de leur région. Mais ça fait plus d'un an qu'on en parle, ça fait plus d'une quinzaine à une vingtaine d'années que ce projet de mise en œuvre des régions est inscrit dans la constitution du Cameroun. Et il a fallu la crise anglophone pour que ce soit à nouveau au devant de la scène, mais l'accélération est loin d'être au rendez-vous. C'est le cas, il faut le dire. Mais je vais, avant de répondre à cette question, abonder dans l'un des points que vous avez énoncé tout à l'heure. Vous avez parlé de la commission chargée du bilinguisme et du multiculturalisme. Je vous ai dit que, en fait, cette commission gadget, qui ne sert à rien, doit véritablement céder sa place, devrait céder sa place à une autre structure. Je le dis parce que j'ai été déçu de voir le président de la commission chargée du multiculturalisme et du bilinguisme décerner des médailles aux différents membres de sa commission. Je me demande en quelle qualité il a fait. L'a-t-il fait en tant que président des ordres nationaux? Parce que c'est lui qui est à la tête des ordres nationaux. L'a-t-il fait ès-qualité? Ou alors a-t-il décidé de le faire parce que leur bilan serait tellement positif? L'un des membres de cette commission, Aboué Machoui, a fait savoir que sa médaille qu'il a reçue durant cette cérémonie n'avait rien à voir avec son activité au sein de la commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Alors on récompenserait quoi à ce moment? Oui, qu'est-ce qu'on récompenserait? Une commission qui a à peine un an, qui a fait un travail dont le bilan ne peut pas être qualifié de positif. Non, ça il faut le dire. Je salue ici Maître Nico Halle, qui est l'un des membres de cette commission, qui a refusé cette médaille. Il a refusé cette médaille parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin et que le travail qu'ils ont effectué ne mérite pas
que les membres aient une médaille. Car la crise anglophone continue sur le terrain. Des gens meurent. Des gens meurent de faim ou de soif. Des gens meurent dans les brousses, dans les hôpitaux. On tire sur les gens de partout. La guerre continue. Comment est-ce que Peter Mafani Moussongue peut délivrer des médailles aux membres de la commission? C'est une imposture. C'est du mépris, c'est de l'arrogance. Et c'est ce type de comportement qui amène nos frères du nord-ouest et du sud-ouest à dire qu'il y a une volonté réelle de certaines pontes du régime de ne pas vouloir résoudre la crise anglophone. Mais comment peut-on analyser ce comportement-là? Ils ont à peine 1 an, mais ils s'auto-délivrent des médailles. C'est-à-dire que, puisqu'il est à la tête des ordres nationaux, chancelier des ordres nationaux, alors il est président, également président de la commission chargée de bilinguisme et multiculturalisme. C'est très facile. Il s'octroie une médaille, il donne des médailles aux autres membres de la délégation. Non, il faut que le chef de l'État frappe du poing sur la table. Ça ne devrait pas continuer comme ça. Sur la question de fond, concernant la décentralisation, le chef de l'État l'a dit ces derniers temps, qu'il faudrait accélérer la décentralisation. Mais j'ai peur que ce soit trop tard. J'ai peur que ce soit trop tard. Parce que le débat aujourd'hui sur la forme de l'État, qui porte entre autres sur la possibilité qu'il y ait le fédéralisme qui soit débattu, n'a pas disparu. Le débat sur la forme de l'État n'a pas disparu. Une bonne partie des Camerounais pensent que la solution n'est pas la décentralisation, mais le fédéralisme. Donc, pour peut-être accélérer la décentralisation, il serait